مسكينة اللي سقطت من العار وصرت يابسة يابسة وحزينة راني هايمة ما نعرف وصرت يابسة يابسة وحزينة راني هايمة ما نعرف. Des mots de minuit avec un mot tout particulier ce soir, c'est voix. Pourquoi voix? Parce que Pierre-Henri, et avec vous Pierre-Henri, on va parler de son et de cette voix si singulière que constitue votre musique. Avec vous, Jean-Christophe Lafaille, on va parler des voix, mais celles qu'on inscrit au flanc de la montagne, puisque vous êtes un spécialiste des sommets de plus de 8000 mètres, et que finalement vous êtes en confrontation permanente avec vous-même, mais aussi avec la camarde, hein, avec la mort qui rôde en permanence à ces altitudes-là. Deuxième partie de cette émission, on va s'arrêter sur le travail d'un poète qui est aussi un homme de cirque, c'est Alexandre Romanès, qui publie Paroles perdues chez Gallimard, et s'arrêter également sur un livre qu'on peut estimer indispensable, puisqu'il s'agit du Scandale des Tournantes, publié à La Découverte, dérive médiatique contre enquête sociologique, travail d'un sociologue qui montre, chiffres à l'appui, en se basant sur toutes les enquêtes disponibles, que finalement, cette notion de tournante et de viol collectif est presque un fantasme, en tout cas dans l'utilisation médiatique et politique qui en est faite. Il y a bien sûr également de la musique dans cette émission, pas seulement avec Pierre-Henri, mais également avec le trio Joubran, et avec Flaco d'Energia, Fahem, Jean-Baptiste Marino et Dino Valeria, pour un hommage au roi de la guitare, pour un hommage à Paco de Lucia. Manière de voir, pour commencer cette émission, l'un écoute ce que dit l'autre et vice-versa. On commence avec vous, Pierre-Henri, et avant d'aller au son, avant d'aller à la musique, avant d'aller à votre musique, puisque vous parlez de ma musique, j'aimerais qu'on s'arrête un peu sur des notions qui n'ont pas forcément à voir directement, ou en tout cas, bon. Je prends par exemple Actes Sud, journal de Messon, suivi de préfaces et manifestes, notion de psychologie. Vous notez à un moment: j'étais mal dans ma peau, continuellement malheureux, j'existais difficilement, j'aspirais à un univers façonné pour moi, dense et riche. Je déployais donc la grosse machinerie romantique et versais mes états d'âme dans cette musique. Je voulais prendre l'auditeur aux entrailles. J'aimerais, avant qu'on parle de votre travail, de votre œuvre, c'est le mot que vous utilisez, qu'on parle de vous dans votre tête. Qu'est-ce que c'est que ce parcours de musicien exceptionnel qui commence, maintenant on faisait le compte juste avant l'émission, avant de commencer, ça fait 70 ans que vous êtes dans la musique, mais quel est le caractère de celui qui est si singulier dans sa création? Je crois que je peux même le dire plus sûrement maintenant, ma musique est née avec moi. Donc mon enfance a été une sorte de source de son, de source d'impulsion. Et en même temps, j'étais dans un univers très clos parce que mes parents voulaient que je fasse de la musique, moi pas du tout. Mais ils m'ont façonné, ils ont mis à ma disposition un grand jardin où il y avait des sons, un piano que je pouvais détruire, des professeurs à domicile, donc c'était un univers, je dirais, sonore, mais inquiétant pour moi, parce que je ne connaissais pas la vie. Donc la vie, elle est venue d'abord en moi, et puis après, je l'ai fait sortir de moi. Vous dites un piano que je pouvais détruire. Il y avait un piano droit que j'ai démoli pour faire des sons, parce que c'était mon seul dérivatif, si vous voulez. Je n'avais pas de camarades, j'étais dans une sorte de prison morale. Avec un souci d'explication, c'est-à-dire oui, que quand vous êtes enfant, vous n'allez pas à l'école parce que vos parents pensent que d'autres enfants pourraient avoir une mauvaise influence sur vous, donc vous avez des préceptrices donc qui assurent votre... Des préceptrices qui m'ont donné un goût sur un univers féminin
depuis que je fais de la musique concrète, il faut des assistants et des assistantes. Je préférais les assistantes. Et aujourd'hui, vous avez travaillé ces dernières années avec Isabelle et Bernadette, par exemple. Et oui, on les a vus m'accompagner hier, je crois. Ouais. Alors, quel est le premier son dont vous vous souvenez réellement? L'orage. L'orage, en même temps le train qui passe avec l'orage ou sans l'orage, donc un travail pour dissocier vraiment les sources. Et puis les bombes, les sirènes, et enfin les oiseaux. Vous êtes né en 1927, vous intégrez le conservatoire à 9 ans. À 9 ans, et puis après, j'ai suivi des classes très sérieuses avec Messiaen, Nadia Boulanger, mais surtout avec un professeur de percussion qui m'a appris le toucher. Et toute la musique concrète vient du toucher, du frotter, de l'effleurement, de déchirer, de arracher. Et tout ça, il faut avoir des doigts, un poignet et des épaules, parce qu'il faut être il faut jouer avec son corps. Il faut savoir casser le piano, quoi. Il faut savoir le casser ou le démonter. Un mot, donc vous êtes l'initiateur, l'inventeur de... Est-ce que vous êtes d'accord sur inventeur? Inventeur de la musique concrète? Non, je pense que la musique ne s'invente pas, elle est en soi, elle se donne. Elle se donne et elle se répercute. L'inventeur, moi j'y tiens beaucoup, c'est Pierre Schaeffer qui a eu l'idée de détourner les appareils de la radio pour en faire des sons nouveaux. L'inventeur, c'est avoir l'idée qu'une musique pourrait être différente. C'est ça, l'invention. Mais moi, j'étais plus l'instrument de ma propre musique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'étais toujours à taper, à racler, et ensuite à monter, à découper, à faire tout un travail sans l'aide de la partition, et surtout sans une... Je ne voulais pas être un élève du conservatoire qui ferait le prix de Rome et qui ferait, je ne sais pas... Non, je voulais être un nouveau musicien, et je crois que j'ai prouvé que c'était possible. Vous revendiquez, vous dites ma musique. Je crois que le possessif est important. Vous dites musique concrète, mais vous préférez à ce qualificatif de concret le mot global. Vous dites, je préférais qu'on dise musique globale. Mais, parce qu'au départ, elle est concrète, puisque je fais un son et je tape. Donc j'ai un son, mais je l'enregistre immédiatement et ça devient une entité, un objet. Mais après, cet objet, il faut à la fois le pulvériser dans l'espace et il faut aussi le multiplier, le démultiplier. C'est ce que j'ai fait avec des sons seuls de musique du monde. J'en ai fait une musique concrète avec le journal initiatique. Alors, Voyage initiatique, c'est votre dernier album. Vous entrez dans une série de concerts ou de représentations de votre œuvre. C'est du 13 au 27 mars. Ça se passe toujours chez vous, dans une maison à 3 étages qui est... qu'est-ce que c'est? C'est un atelier? C'est une maison normale avec un salon, une salle à manger, pas tout à fait une normal. Cuisine. Une chambre, un bureau, une pièce d'amis, mais petit à petit, c'est devenu une maison de son où à chaque étage et dans chaque pièce, il y a des appareils, où il y a toutes les bandes que j'ai réalisées depuis le début de cette musique. Oui, je ne dis pas ma musique. De cette musique. Et maintenant, j'ai voulu faire des concerts de connivence, des concerts de complicité où le public pouvait être en communion avec moi et être heureux d'être avec moi. On va écouter et regarder l'intérieur de votre maison, là où vous allez recevoir les quelques privilégiés qui vont pouvoir vous écouter.
On va donc imaginer pour une troisième fois. C'était un peu rouge. C'était un peu Je rouge. ne sais pas si rouge que ça chez moi. C'est peut-être simplement parce que les Je téléviseurs sais pas sont l'enfer. un tout, Voilà. C'est ce que je voulais dire. tout petit peu mal réglés, mais non, a priori, ça sortait bien là-bas. Donc, c'est la troisième fois que vous tentez ce genre d'expérience. 96, c'était intérieur-extérieur. Ensuite, il y a eu Dracula, c'était en 2002. Et aujourd'hui, on est donc dans cette... Avec, je vous interromps. Allez-y. Je pense pour la première fois une œuvre vraiment composée et pensée pour ces concerts, pour la maison. J'avais pas l'intention d'en faire un disque. Et puis, vous savez ce que c'est que la promotion, mais il faut faire un disque. Alors, on a fait le disque. Mais c'est le concert dans ma tête que je donne là. Pierre-Henry, le mot qui vient immédiatement avec Pierre-Henry, ou l'expression pyramide de son. Et il y a un autre mot. Tout à l'heure, on parlait un peu de psychologie, la psychologie du petit enfant que vous étiez. C'est le mot collectionneur. Je lis toujours dans Journal de mes sons. Avec moi, le travail de studio ressemble à un travail d'artisan. Votre studio, on vient de le voir. Il faut déplacer des boîtes, chercher une fiche, relire un vieux cahier, faire un branchement de filtre, sortir une bande, la poser sur un magnétophone, repérer un son, couper, en chercher d'autres, coller, ranger et recommencer pendant des heures. Tout ça ressemble vraiment à la cueillette du tabac et ne se conçoit qu'en compagnie de quelqu'un en harmonie avec vous. C'est pourquoi j'ai préféré m'isoler. Pour moi, dites-vous, classer, c'est créer. D'ailleurs, je classe mes classements. C'est alors qu'il faut modifier les classements, je déplace mes boîtes, je réécoute des sons oubliés, je coupe ici et là, ça ressemble à une moisson exaltante et fructueuse, mais ces classements, je suis seul à pouvoir les rendre productifs en leur donnant un sens compositionnel, un but d'ouvrage. Autrement dit, vous êtes un collectionneur peut-être avant d'être un musicien, parce qu'on a vu ce plan chez vous où il y a des milliers de bandes. Alors je ne sais pas, j'ai 300 000 sons. Non, beaucoup plus. Beaucoup plus. Mais je ne me sens pas collectionneur. Je me sens rassembleur, destructeur, et après, j'analyse ce que je ressemble et je le classe par famille, par catégorie. J'ai l'impression de faire un travail beaucoup plus de biologiste que de collectionneur qui est à la recherche de quelque chose de pittoresque, de secret et de très cher. Je pense que c'est comme pour ma peinture, que j'appelle peinture concrète, elle n'est pas faite d'une recherche de collection, mais d'une accumulation de petits composants électroniques, de matériaux de bois, de choses que je peux ouvrager moi-même. C'est pour ça que je parle d'artisanat. On vous sent quand même Enfin, on vous imagine bien en train de sortir une bande, d'en prendre une autre, de les inverser dans cette logique-là, dans une réinvention permanente de ce de ce que vous possédez, de ce que vous avez mis en boîte. Oui, bien sûr, mais c'est un travail physique aussi. C'est ça qui est important, c'est que au départ, j'étais pianiste, je faisais de l'harmonie, j'écrivais des notes. Et puis un jour, mais je me suis révolté contre tout ça, et pour ça, il faut être violent, il faut être actif, il faut bouger. Moi, pendant les concerts, je crevais mes timbales, j'envoyais mon tambour à la tête du chef d'orchestre, j'étais extrêmement méchant. Maintenant, je suis plus calme. Pour ceux qui ne connaissent pas votre travail, quel est votre instrument ? Comment, concrètement,
Quel est le piano que vous démolissez aujourd'hui? Au départ, c'était le piano. C'est un clavier. Voilà, c'était le clavier, mais les cordes. C'est-à-dire jouer directement sur les cordes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui oscille, c'est la vibration, c'est les ondes. Alors, les ondes avec le piano, ou avec une harpe, ou avec une sitar, et après, c'est engranger tout ça et le faire rentrer dans une console faite par moi, enfin, une console arrangée pour que... Une console de mixage et de... Non, mais de mixage et de déformation. Une console de réinjection dans un univers magique. Question qui vient immédiatement, est-ce que l'informatique, est-ce que l'ordinateur a changé quelque chose dans votre manière de travailler? Ou est-ce que c'est simplement une aide ou une facilité? Attention, l'ordinateur, c'est ma tête. Je me suis arrangé pour que tout mon univers ait des entrées dans ma tête, des entrées croisées, des entrées différentes, et après je relis avec l'audition que j'ai dans ma tête tous mes cahiers de classement. Je n'ai jamais utilisé l'ordinateur comme logiciel de fonctionnement de compositeur. C'est pas votre instrument. Ce n'est pas ma tasse de thé, surtout. Bon. Ce qui revient au même. Et, par contre, le montage numérique, maintenant, évidemment, c'est beaucoup plus sûr. Et c'est surtout que le son reste correct. Ça me permet de prévoir une pérennité de son que j'ai enregistré dans les années 50 et que j'utilise encore dans ce voyage initiatique. 1967, si on s'arrête à un moment de votre parcours, c'est Messe pour le temps présent, musique Pierre-Henry et Michel Colombier, pour Maurice Béjart, avec lequel vous avez par ailleurs fait une quinzaine, de collaborations. Oui. Je vous propose l'original hein, de cette messe, et puis un remix. Autrement dit, des gens sont venus chercher votre musique pour en faire autre chose, même si vous-même aussi, vous avez remixé cette messe. Extrait. Donc Psyché Rock, remixé par le DJ Cannabis. Avant de vous poser la question suivante, je voudrais qu'on vous regarde, alors que vous êtes sur une esplanade, vous êtes devant le centre Georges Pompidou, et nous sommes en juillet 2000. C'est dans le cadre du festival Paris Quartier d'été. Extrait de ce moment musical et de ce... Constat, vous avez une très belle casquette. J'ai le même pullover qu'aujourd'hui. Oui. Mais vous l'avez fait nettoyer depuis 2000 quand même. Oui, hier. Ah,
Voilà, donc vous saviez vous saviez que vous alliez venir. Premier constat, la casquette, le même pull. Surtout un autre constat qui est évident, qui est que entre l'âge du monsieur qui est au clavier et l'âge des gens qui dansent, il y a une différence de génération. Donc vous êtes un musicien transgénérationnel et on peut vous poser la question, que répondez-vous à ceux qui disent vous êtes l'inspirateur de la techno? La techno, c'était dans l'air, c'est une évolution musicale comme pourrait l'imaginer Darwin. Je ne suis pas l'instigateur, j'ai peut-être aidé à ce que ça se fasse à travers tout mon périple, à travers mes différentes expériences et mes différents styles. Mais il y aurait eu une techno peut-être un peu plus tôt ou un peu plus tard, ou quelque chose de plus fou. Là, ça me paraît quand même assez normal. Voilà, c'est une institution nouvelle, c'est la musique de maintenant, enfin ce sont les sons de maintenant. Pour moi, le mot musique doit contenir un sens formel, un sens philosophique, et je ne le retrouve pas forcément dans ce que j'entends en ce moment. Vous dites que la techno, c'est une musique sans les deux mains, hein, schématiquement. C'est une musique de la main gauche, il manque une main. Oui, je crois que j'ai dit ça, oui. On a oublié de jouer avec la main droite. Ou alors c'est le contraire. Alors, mais moi, c'est vrai que j'aime l'harmonie des sphères. Dans ce que vous dites et dans ce que vous revendiquez, il y a également la notion de grand public. Vous voulez faire une musique pour le grand public. Il y a un mot que vous utilisez qui est le mot didactique, donc vous voulez transmettre. Quand on voit ce qui se passe là sur le parvis de Pompidou, on a presque envie de dire que c'est drôlement bien que votre musique puisse être perçue dans la rue, parce que initialement, elle était d'abord radiophonique, c'était la radio. Tout à fait, elle était plus radiophonique. Et on a mis beaucoup de temps à faire des concerts, des soirées, des événements. C'était la radio, puis c'était après Maurice Béjart. C'était donc pour accompagner. Et là, il y a 2 ans, c'est la rue. C'est la rue. Et maintenant, c'est la rue. Là, je vais dans un mois à Lisbonne et je vais faire un concert pour 5000 personnes. J'ai été à Mexico pour 30 000 personnes. Mais il faut faire une musique pour aussi. Je n'envisage pas de donner le voyage initiatique pour 2000 personnes. Je vais donner un Jules Verne à Amiens parce que c'est l'année du centenaire, un grand poète symphonique, mais il y aura 600 personnes avec une sono tout à fait exemplaire. Vous êtes né en 27. Comment est-ce que vous vous débrouillez de cette patate chaude qui s'appelle la notoriété ? Et aujourd'hui, la techno vous a récupéré. Alors effectivement, vous dites qu'il manque une main dans la techno, mais peu importe. Vous êtes transgénérationnel, comme je le disais tout à l'heure. Oui, donc, je crois que je couvre 3 générations. Et là, il y a une notoriété. Vous en faites quoi de la notoriété ? Je pense à mon lendemain où cette notoriété peut disparaître tout d'un coup. J'ai toujours très peur du gouffre et j'ai peur de la mort et j'ai peur que tout ça se termine en eau de boudin. Alors la notoriété, je m'assois dessus, je veux plutôt travailler dans ma bulle où je ne sors pas, vous voyez. Alors, pour conclure, oui. Un auteur de référence, un son de référence qui est la voix d'Antonin Artaud. Donc dans cette série à moitié fictionnée en compagnie d'Antonin Artaud, le documentaire La véritable histoire d'Artaud le Momo, c'est chez Arte Vidéo. Regardez, c'est un documentaire de Gérard Mordillat et Jérôme Prieur. C'est disponible et je vais vous demander ensuite quel est votre rapport à Antonin Artaud. Et est-ce que vous entendez un homme, une voix, un son ? Les états de privation de la vie m'ont toujours renseigné beaucoup mieux sur la pléthore de ma puissance que les crédences petites bourgeoises de la bonne santé suffit. Car mon être est beau, mais affreux. Et il n'est beau que parce qu'il est affreux.
Guérir une maladie est un crime. Artaud. Artaud, ça a été un grand copain, parce que j'ai d'abord aimé les surréalistes, puis, bon, mais vous n'allez pas me faire dire que j'aime ça, vraiment, je n'aime pas ça parce que c'est trop sémantique, il y a des mots, il y a des idées, tout ça, ça ne va pas avec de la musique. Je préfère beaucoup plus François Dufresne et ses cris rythmes. Oui, mais en même temps, Artaud, qui a été censuré en 1947 quand il s'est agi de le faire parler à la radio, vous l'avez quand même réhabilité puisque vous avez travaillé sur lui. Oui, j'ai fait Fragment. Vous avez fait Fragment. Fragment. Donc il y avait une forme de... Fragment avec ses idées, pas avec son langage. Pierre-Henry a parlé. Je vais vous demander ce que vous avez entendu de ce qu'il a dit. Et simplement, je le cite encore une dernière fois. « Je cherche un univers toujours plus intense, plus riche. Dans Dieu, l'une de ses œuvres, j'ai voulu être accumulatif. Ma tentation est de tout dire, de traduire l'épaisseur de ma vie auditive. Tous ces sons, tous ces bruits, je les reçois de n'importe où. Ils me prennent dans leur structure entière et je les redistribue dans mon espace. Quelle tentation de faire passer aussi mes fantasmes. » Jean-Christophe Lafaille, qu'avez-vous entendu de ce qu'a dit Pierre-Henry ? Moi, j'ai entendu beaucoup de choses pour quelqu'un qui, au début, nous disait qu'il n'aimait pas parler. En fait, son rapport à... Moi, j'ai été surpris par le côté de vouloir brutaliser, alors qu'à écouter sa musique, c'est pas du tout le cas. Mais ce côté de vouloir casser, brutaliser le piano, c'est quelque chose qui me surprend. Par rapport à la douceur, au calme que vous dégagez en face de moi, ça, je trouve ça assez surprenant. Et puis différent. Oui. On sent une violence maintenant, oui, je suis beaucoup plus rentré, puis je me suis apaisé, parce que ça devenait fatigant d'être toujours hors de soi, hors limite. On va vous écouter, Pierre-Henry, donc dans votre dernier travail, Voyage initiatique. Vous y puisez beaucoup dans les sons de l'Afrique subéquatoriale et aussi eh bien de l'Asie bouddhiste. Et on va vous regarder eh bien dans un extrait de ce voyage initiatique. Musique.
Merci Pierre-Henri. Et il y a un spectacle global, total, hein, mais il y a aussi un CD. Jean-Christophe Lafaille, 1m61 ? Oui. 53 kilos aujourd'hui ? Un petit peu plus aujourd'hui. Au repos ? Oui, puis j'ai pris un peu de muscle. Vous récupérez. Oui. 11 sommets de plus de 8000 mètres sur 14. Je présume qu'il y a un mot que vous détestez, qui est celui de exploit ou héros. Est-ce que ça a un sens pour vous? Non, c'est pas quelque chose qui me non, c'est pas des mots que je retiens facilement. C'est plus, moi, c'est réellement une quête, une démarche. Je connais rien à la musique, mais je pense qu'il y a beaucoup de similitudes. C'est un parcours de vie. Pour moi, aujourd'hui, faire ces fameux 14 sommets de plus de 8000, c'est une continuité. Je suis passionné, fasciné par la montagne depuis tout gamin. Et voilà, c'est un petit peu le... Avec le père et le grand-père qui, dès 7 ans, vous initient à la montagne. Tout à fait. Près de Gap, hein. Oui, c'est ça. Oui, dans les Alpes du Sud. C'est votre région. Alors, autant je posais la question tout à l'heure à Pierre-Henri de son premier son. Quelle est votre première émotion face à la montagne, votre premier souvenir d'émotion face à la paroi? Oh, c'était une sensation de liberté dans un espace naturel qui était vierge, quoi, quelque chose de préservé. Et c'est ce que je ressens encore aujourd'hui, en fait. C'est cette dimension d'un bonhomme tout petit au milieu d'un espace naturel qui est impressionnant, qui peut être très fort et en même temps qui est fascinant, qui est beau. C'est comme la musique, c'est quelque chose de... C'est très esthétique. Alors, il y a quelque chose qui apparaît immédiatement quand on vous lit, quand on regarde le Prisonnier de l'Annapurna, qui est un livre que vous avez fait avec Benoît Emmermann, publié aux éditions Guérin, où dans ce livre de chez Katz, Jean-Christophe Lafaille, Trio for One, il y a quelque chose qui ressemble à ce qu'on appellerait une éthique. Autrement dit, vous avez un principe, c'est au-delà de 8000, c'est en général sans oxygène, c'est la technique alpine, hein. Oui. C'est sans Sherpa, oui. Et c'est donc, il y a la solitude, il y a le manque d'oxygène, avec une confrontation difficile avec la nature, puisqu'on est entre moins 30 et 50 degrés, qu'au-dessus de 6000 mètres, les hélicoptères ne montent plus, et que les vents soufflent là-haut, souvent à plus de 150 km à l'heure. Donc là, il y a une confrontation quand même. Il y a immédiatement ce qui vient à l'esprit, c'est la mort. Oui, mais avant la mort, effectivement, il y a un côté éthique, il y a un réel... pour moi, c'est essayer d'être en relation le plus directement possible avec cette nature, avec cet espace naturel qui est autour de moi, qui m'attire énormément, qui a quelque chose de fascinant et qui est en même temps extrêmement délicat à gérer et qui pardonne pas les erreurs. Et effectivement, la mort peut être présente, je dirais pas à chaque instant, mais chaque erreur peut se payer très très cher. Alors là je vous lisais, je lisais dans votre texte, hein, on parle de l'Annapurna. Oui. Vous dites ceci, hein, l'heure était arrivée de me débarrasser de mon fardeau au risque de le voir de plus en plus difficile à supporter au fil du temps. Mon histoire avec cette montagne datait de 10 ans, on y viendra dans une seconde, 10 ans pendant lesquels je n'avais cessé de faire des progrès. Il était temps de résoudre la question pour délivrer 109 billets de retour. L'Annapurna a exigé 55 victimes qui n'ont jamais retrouvé le chemin du camp de base. Il est donc le plus impitoyable des sommets avec un taux réussi d'essai de 50%. C'est-à-dire qu'il y a une personne sur deux qui a réussi à triompher de l'Annapurna. Oui, statistiquement, c'est un peu dur à dire, mais c'est la réalité. Et moi, je l'ai vécu directement dès ma première expérience, qui est la première partie de ce livre, qui est ma première rencontre avec l'Himalaya et avec la disparition de mon compagnon de cordée, qui était Pierre Bégin. Et effectivement, là, les statistiques, je les ai vécues en direct pendant ces jours, ces heures et ces jours terribles que j'ai vécus à l'automne 92. Vous voyez tomber votre compagnon. Est-ce que vous voyez, quand il tombe,
sur cette face sud de l'Annapurna, c'est son regard. Son regard, je l'ai imprimé dans ma mémoire pour toujours, le regard de celui qui sait qu'il va mourir, le regard de l'absence. Longtemps, il a alimenté mes cauchemars les plus noirs, et aujourd'hui encore, il me tourmente à intervalles réguliers. Impossible de croiser une photographie de Pierre sans éprouver un malaise, une gêne, une douleur, comme si cette paire d'yeux introduisait forcément un reproche, ou pire encore une évidence. Pierre, à cette seconde bien précise, est parfaitement conscient de ce qui lui arrive, conscient de l'irrémédiable de la situation, conscient qu'il se détache de la vie. Je ne me suis pas contenté de voir partir un ami, j'ai mis un visage sur la mort et participé à l'irréparable, comme quelqu'un qui n'agit sur rien et pourtant contribue, comme un témoin submergé par le drame qui l'entoure, comme un meurtrier. Oui, l'image m'est apparue au plus loin de mes tourments les plus insupportables, dépassé par son geste. Là, vous dites bien que ce rapport à la montagne est difficile à appréhender parce que quand vous redescendez, il n'y a pas le regard de Pierre, mais le regard des autres. Et ce regard-là, on a du mal à s'en remettre. Oui, il y a deux choses. Il y a effectivement le regard des autres. Il y a une forme de culpabilité. C'est un petit peu ce qu'on appelle le syndrome du survivant, je pense, que j'ai vécu pendant des mois et des années. Mais il y a réellement aussi pour moi, j'avais à l'époque 27 ans. C'est la première fois que je m'étais... pour moi, la montagne, jusque-là, avait toujours été un jeu merveilleux. Un jeu. Gratuit dans lequel je me régalais et il n'y avait pas eu j'avais pas un parcours de vie qui m'avait amené à être confronté directement à la mort, voilà, tout ce qui fait notre état d'être humain. Et là, j'ai mis un visage très réellement sur une réalité qui est celle que, à terme, on est tous voués à disparaître. Donc vous ne dites plus jeu. Ce n'est plus un jeu, mais vous dites de la montagne aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est vous êtes dans une compulsion par rapport à la montagne. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui la montagne? C'est resté un jeu, mais aujourd'hui, pour moi, je suis sorti d'un jeu d'adolescent pour devenir adulte à travers cette expérience, je pense. Et aujourd'hui, c'est réellement un jeu d'adulte. Par rapport à tout ce que je vis dans le monde, on va dire, d'en bas, dans le monde réel, ce qui m'attire énormément, c'est quand je suis là-haut. Je mesure à quel point, finalement, tous, tant qu'on est sur cette terre, on est à la fois extrêmement fort, extrêmement solide. Le corps humain a des capacités assez étonnantes et en même temps on est dans une précarité de vie, on est là de passage, finalement que de passage, et je trouve que c'est en haute montagne que je ressens tout ça en fait. Oui. On parcourt votre voix avec Reinhold Messner, extrait de l'émission Samedi Passion. Ça date de 1987 et on revient là sur l'éthique de la montagne et sur le rapport à la montagne. Comment est-ce qu'on peut l'envisager alors qu'aujourd'hui la technique permet finalement à tout homme ou à tout alpiniste un peu aguerri d'arriver tout en haut? À mon avis, c'est logique. Dans les années 50, l'enjeu était les sommets. Dans les années 70, on recherchait une voie, la voie, et aussi le comment. C'est ainsi que l'expédition légère est apparue, et j'ai largement contribué à ce phénomène. Dans le futur, ce ne sera plus le sommet, le comment, ni la voie, mais les enchaînements, l'idée la plus artistique. C'est vraiment une possibilité nouvelle. Par exemple, l'enchaînement fou, Lhotse-Everest, aller et retour en style alpin. Celui qui aura le courage d'aller aussi loin tout en renonçant aux sécurités, celui qui osera cette folie, celui qui sera tellement bon pour le tenter, c'est lui qui fera évoluer l'escalade en Himalaya. Et je crois qu'il y a justement en ce moment en France de jeunes grimpeurs qui en sont capables. Messner qui aujourd'hui est député vert en Italie, ça n'étonnera personne. Hein. Et Messner qui écrit dans Nanga Parbat en solitaire, « Rien ne m'oblige à monter, rien ni personne, je veux descendre. Cette angoisse à vous serrer le ventre, cette peur qui monte à la tête, descend, remonte. Tant que la tente est debout, je n'ai pas à me décider, je mâchonne un morceau de pain dur, tandis que j'enfile mes chaussures et tire sur la fermeture éclair de mon anorak, une vague d'agressivité m'envahit. Je ralentis,
j'économise mes mouvements, comme si je voulais épargner mes forces. Pourquoi diable tant de précautions? Je retrouve mon calme peu avant le départ. Il semble qu'un accord silencieux se soit établi en moi entre deux forces opposées. Je ne prendrai pas de décision avant que la tente soit démontée. Ce n'est pas le manque d'entrain qui me paralyse, c'est l'angoisse de ma solitude qui s'est éveillée dans l'oisiveté et dans l'attente. Si elle ne me quitte pas là-haut, je mourrai. Est-ce que ce sont des sentiments, des contradictions que vous éprouvez vous-même? Oui, tout à fait. C'est assez étonnant que vous ayez ce livre, parce que c'est en quelque sorte mon livre de chevet. Avant chaque ascension, je relis ce livre de Messner, qui a été en fait pour moi un peu le maître spirituel du style d'alpinisme que je fais aujourd'hui. Et comme je fais beaucoup d'ascensions en solitaire, je relis régulièrement ce livre avant chaque départ, tout en ayant, par rapport à Reinhold Messner, que je connais très bien, une démarche peut-être plus, bien évidemment, une génération différente d'alpinistes, mais plus en osmose, je pense, avec la nature, avec le monde qui m'entoure. Lui était plus dans une démarche un peu de confrontation, de rapport vraiment très direct avec... c'est lui qui a évoqué cette notion au-delà de 7000 mètres. On rentre dans la zone de la mort. Moi, sincèrement, je rentre plutôt dans une zone où même s'il y a beaucoup de douleur, je souffre physiquement. C'est un endroit où j'ai une espèce d'extase plutôt qui s'installe. Donc c'est quelque chose de plus... Il me semble... L'ivresse des sommets, mais une ivresse très... Oui, mais une ivresse très, très positive et surtout très, très réfléchie, très mesurée, très raisonnée. On va vous regarder, extrait de ce film Trio for One, donc 3 sommets en quelques semaines, en 2 mois. Oui, c'est ça. C'est le Dhaulagiri, c'est le Nanga Parbat et c'est le Broad Peak. C'est ça, tout à fait. Un sommet au Népal et 2 sommets au Pakistan. Donc un challenge à la fois sportif et aussi un espèce de voyage justement initiatique le long de l'Himalaya et de ces grands sommets himalayens. On regarde un premier extrait de ce film, donc c'est le Broad Peak, et là ça va plutôt bien, on va le voir sur ces images. On est là dans la réussite, mais en même temps, avant la réussite, est-ce que vous pouvez on va regarder les images, mais est-ce que vous pouvez nous parler du travail de préparation, de cette nécessité de monter, puis de descendre, puis de remonter, éventuellement de préparer sa voix? Oui, disons que quand on grimpe sans l'apport d'oxygène artificiel, en haute altitude, on est obligé de faire ce qu'on appelle une phase d'acclimatation. C'est un petit peu comme des plongeurs sous-marins, on est obligé sauf que nous on va vers le haut, on fait des paliers en fait, pour habituer l'organisme au manque d'oxygène. La seule réponse qu'a le corps humain, c'est de produire des globules rouges. Donc en fait, de manière imagée, on a un sang qui s'épaissit. On a plus de globules rouges qui vont permettre de fixer la moindre cellule d'oxygène. Et ça prend du temps. Ça prend entre 15 jours, 3 semaines, jusqu'à 1 mois sur place. Et pour moi, c'est une phase qui est indispensable, qui est incontournable. Et en même temps, elle me permet de m'imprégner pleinement de l'endroit sur la montagne sur laquelle je vais grimper. Parce que c'est des échelles de montagne qui sont tellement immenses, c'est des parois tellement grandes qu'il faut... on est encore beaucoup plus perdu que dans les Alpes. Donc il faut prendre ses repères, ses marques. Et même si j'ai énormément préparé chaque projet en amont, dans la tête, à travers des récits, à travers des photos, il y a obligatoirement, quand j'arrive sur place, il faut que au-delà du fait d'habituer mon corps au manque d'oxygène, il faut que j'habitue ma tête à l'immensité de la paroi qui m'attend. À propos de votre tête, donc cette ascension du Broad Peak, c'était avec Ed Visturs, oui. qui est votre compagnon pas de cordée, mais en tout cas qui est votre compagnon d'ascension aujourd'hui. Il y a ce que vous décrivez dans votre livre, ces moments de vacances, c'est-à-dire ces moments d'attente, parce que le temps n'est pas beau, parce qu'il faut rester perché ou sous abri pendant des jours en attendant qu'une fenêtre météo se dégage. Comment est-ce qu'on n'est pas happé par l'angoisse, par l'inquiétude, par la famille qui est restée là-bas? Comment est-ce que vous tenez et comment est-ce que vous maintenez votre potentiel psychique à ce moment-là?
Ça passe par... c'est loin d'être des vacances, en fait. Tous ces moments-là, pour moi, sont beaucoup plus difficiles à gérer que les phases d'ascension. C'est tout ce qui est phase d'attente. Ça arrive qu'il fasse mauvais pendant 10-15 jours. On est bloqué au camp de base dans 2 mètres carrés de toile. Il n'y a pas de confort. Il y a une nourriture qui est relativement précaire. Donc, c'est vrai qu'il faut... Je craque pas parce que déjà je lis beaucoup. C'est la période de l'année où j'ai le temps de lire, de vraiment voyager. J'emmène, c'est un peu paradoxal, mais des tas de livres différents, et notamment des voyages en mer qui m'éloignent des très hauts sommets et du froid. Et puis il y a beaucoup de musique aussi. J'emmène énormément de musique. Non, mais je pense emmener la prochaine fois le voyage initiatique parce qu'il y a des sons en plus qui m'attirent énormément, voilà, avec tout ce qui est la culture tibétaine bouddhiste. Et voilà, donc après je crois que je suis tellement motivé je suis tellement habité par mon projet que voilà, je m'installe, même s'il y a du doute et de l'incertitude, il y a beaucoup de moments de doute, c'est évident, mais c'est ça qui est constructif aussi, c'est une énorme expérience humaine en fait. Et on paye un tribut à la montagne, comme le veut l'expression. Regardez ces images où vous redescendez du Broad Peak et là vous êtes plus que fatigué. Plus que fatigué, on peut le dire. Oui, je fais un début d'œdème pulmonaire lié en fait à trop d'allers-retours et à trop de déplacements justement entre le Népal, le Pakistan. Et je me fais piéger dans quelque chose qui est très particulier, c'est que je suis presque trop bien acclimaté et je fais trop de différences d'altitude et le corps humain est très bien fait, mais c'est un petit peu comme un ordinateur. Et à un moment, il se dérègle et il ne sait plus... en fait, il ne savait plus à quelle altitude je me trouvais. Et j'ai fait un début d'œdème pulmonaire. Jean-Christophe Lafaye, comment sait-on, quand on est dans cette aspiration, comment sait-on qu'on touche la limite, qu'on est... Est-ce que ça vous dépasse ou est-ce qu'au contraire, on parlait tout à l'heure d'ascension raisonnée ou raisonnable, oui. Mais il y a un moment où on se dit on essaye, où il y a un moment où on se dit on redescend, il y a un moment où on se dit je suis à ma limite. Oui, oui. Comment est-ce que ça vient alors que par manque d'oxygène, on n'a pas forcément tous ces esprits? Alors oui, c'est vrai qu'on est diminué. Physiquement, on est à peu près à 25% de ses capacités physiques, mais au niveau mental, on est diminué aussi, puisque le cerveau est moins bien irrigué. Mais moi, je me trouve dans un état que je décris d'instinctif. Contrairement à ce que je fais dans les Alpes, où ça va être réellement dans les Alpes plutôt une démarche sportive. Là, je me sens dans quelque chose de très instinctif et je fonctionne un peu comme un animal. Et il y a des moments, je vais redescendre, je ne vais pas tenter le sommet, parce qu'il y a quelque chose dans ma tête, il y a quelque chose dans mon corps qui est sensitif, sur lesquels je ne peux pas mettre de mots, qui me font dire là, tu peux aller vers le haut, où il faut que tu rentres, te reposer, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il y a 80% de la réussite ou de l'échec d'une ascension qui est lié à ce qui se passe, au-delà du côté physique, à ce qui se passe dans ma tête, tout le temps. Et ça, c'est le moteur et c'est aussi la sécurité. Ce que vous subissez, et ce que vous écrivez dans Prisonnier de l'Annapurna, tout vraiment me semblait hors norme. Même les températures jouaient des grandes orgues. Il faisait moins 15, moins 20 lorsque nous grimpions la nuit. Et après une demi-heure de soleil, le lendemain, le mercure montait à 30-35 degrés. Un vrai four, une réverbération intense, et puis hop, de nouveau les rayons qui disparaissaient derrière la crête et la température qui dégringolait. Plus qu'un chaud et froid, un vrai choc thermique, un combat très violent, aggravé par la déshydratation, avec des périodes de repli sur soi plus ou moins longues et éprouvantes, et puis toujours le vrombrissement des cailloux qui tombent, des graviers et des cailloux, et aussi des blocs bien plus gros, parfois aussi larges qu'une table. Ces blocs qui ont tué des alpinistes. C'était vraiment particulier à la face sud de l'Annapurna, qui est une des parois les plus difficiles de la planète, sur lesquelles je me suis retrouvé un peu accidentellement, on va dire, par hasard, avec Pierre Bégin, qui était l'initiateur de ce projet. Et c'est vrai que je suis rentré en Himalaya, on va dire, pas d'une manière très prudente et par la grande porte, puisque pour ma première expérience, je suis parti sur la plus grande paroi, qui est une des plus dangereuses. Pourquoi ce besoin de vous singulariser? Puisque je disais, il y a la voix, et vous cherchez des voix singulières.
Oui, oui. Pourquoi aussi ce besoin d'ouvrir, de tracer? Ben parce que j'essaye un petit peu comme Reinhold Messner qu'on a vu tout à l'heure dans les images. Chaque génération amène un peu sa pierre à l'ouvrage bon, moi j'essaye de... Ce qui m'intéresse aussi, c'est le côté inconnu. Quand je tente une nouvelle voie ou quand je tente une nouvelle expérience d'enchaînement ou de traversée, ou par exemple les 3-8 000 qu'on a évoqués tout à l'heure, c'est de me dire est-ce que je suis capable de le faire? Et en même temps, après, c'est une source de motivation pour mettre tous les moyens en œuvre. Je sais à peu près ce qu'il va me falloir comme préparation. Et c'est une source de motivation de partir dans cette incertitude et dans tous ces doutes qui m'habitent, dans les questions, dans les interrogations. Et j'ai fait une ascension récemment en hivernal, en solitaire hivernal. Alors le Shisha Pangma, ouais, qui est au Tibet. Dire, vous. Et ça, c'était là aussi un gros 8046 mètres. Voilà, qui est un des 14 sommets de plus de 8000. Je savais que je pouvais le grimper. Mais là, ce qui m'intéressait, c'était de me dire, est-ce que je suis capable de le faire en hiver? En plein hiver. Voilà, donc des conditions très très froides, dans une solitude absolue. Et ça m'intéressait, ça m'interrogeait. Et plus que la réussite, c'était la démarche c'est une espèce de quête, en fait, de me dire, est-ce que je suis capable de le faire? Mais en même temps, au bout, il n'y a pas... si j'avais été dépassé par les éléments, si je ne m'étais pas senti bien physiquement ou dans la tête, voilà, je serais rentré à la maison. Mais j'aurais fait la démarche et il y a une sorte de quête, en fait, de l'inconnu. Vous parlez de solitude, pourtant vous avez une famille et vous avez un manager qui s'appelle Katia, qui est votre femme. Oui. Comment est-ce que elle reçoit ce risque dans lequel vous vous mettez, et comment aussi vous pouvez l'expliquer à vos enfants, puisque là aussi vous avez charge d'âme si on est dans l'expression. Bah, c'est une de mes forces et une de mes faiblesses à l'heure actuelle, c'est-à-dire d'arriver à gérer à la fois cette vie d'alpiniste, cette vie de passionné, et en même temps une vie équilibrée de père de famille, de mari. Alors par rapport à ma femme, ce qui est bien, c'est qu'on vit chaque projet, elle organise en fait énormément de choses. Sans sa préparation à elle, je ne pourrais pas partir. Elle me libère énormément de beaucoup de choses. Et on échange énormément. On s'est rencontrés par la montagne, elle a fait de la montagne. On continue parfois à faire des entraînements ensemble, donc elle me connaît très bien. Je ne peux pas lui... par exemple, on se parle par téléphone. Beaucoup, hein. Voilà, on fait beaucoup de vélo ensemble. On échange énormément et je ne peux pas lui raconter d'histoire. Quand je suis sur place, j'ai un petit téléphone satellite, je lui passe un coup de fil en quelques minutes, elle sait très bien si ça va, si ça ne va pas, et elle me motive, voilà, et on a une réelle relation, un réel échange après. Au niveau des enfants, c'est plus compliqué parce que ce qui devient dur à gérer, c'est le fait que je parte longtemps. Je pars à peu près 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois sur chaque expédition. On part, globalement, on est absent de la maison 4-5 mois de l'année pour aller grimper aussi aux États-Unis, dans d'autres pays. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est de faire une partie du voyage jusqu'au pied de la montagne ensemble, avec les enfants, donc de faire ce qu'on appelle les trekking, hein, les marches d'approche jusqu'au pied des montagnes dans les pays où c'est possible. Mais bon, c'est vrai que le petit dernier, il a 4 ans. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'interrogations. Pour lui, il commence à mettre des mots très concrets sur tout ça. Par exemple sur les avalanches, sur la neige, sur le risque. Un petit peu sur le risque, oui. Mais... Quand le Macha Puchar, vu du sommet de l'Annapurna, c'est une photo que vous avez prise, j'imagine. Donc quand on voit cette photo... c'est magique. C'est magique, et moi, c'est ce que je peux voir quand je suis dans un avion. Vous, c'est ce que vous pouvez voir quand vous êtes sur Terre. Mais vous êtes très haut sur Terre. Dans ces quelques minutes qui vous laissent au sommet, qui vous laissent au contact de la victoire, vous pleurez comment s'exprime l'émotion? Avant, ce qui va être le plus difficile, c'est la redescente. Oui. La réelle victoire, elle est quand je suis de nouveau au camp de base, quand je suis de nouveau au pied de la montagne, après l'ascension. Oui, ça m'arrive de pleurer.
J'ai pleuré notamment en faisant cette photo du Machapuchar depuis le sommet de l'Annapurna parce que ça représentait tellement, cette montagne, tellement de sacrifices, tellement de... j'ai fait 4 tentatives sur cette montagne et bon, il y a eu bien évidemment une pensée aussi pour Pierre Bégin et là, oui, j'ai pleuré parce qu'il y avait énormément d'émotions et en même temps derrière, il fallait de nouveau me reconcentrer parce que le retour vers le bas était aussi difficile que la montée vers le haut. Il y a un mot que vous n'avez pas utilisé dans cette conversation, c'est le mot victoire. Oui, parce que pour moi, ce n'est pas une victoire, c'est un passage. C'est quelques minutes sur une des extrémités de la planète, mais je ne suis que de passage. Il n'y a vraiment pas cette notion d'exploit, de victoire. Ce n'est pas quelque chose qui me fait vibrer. Pierre-Henri, qu'avez-vous entendu de ce qu'a dit Jean-Christophe Lafaille? Ce que j'ai entendu surtout, c'est ce beau passage qui est revenu plusieurs fois, et je me sens impliqué aussi. Au fond, moi, je vis sous terre avec des sons. J'ai le vertige, je trouve ça inimaginable, ce que vous faites. Mais cette philosophie et ce sens de la vie qui passe et en même temps l'aide avec l'osmose avec la nature, voilà ce qui m'a frappé en dehors de l'aspect vraiment vivant de ce que vous avez fait. Je suis impressionné. Je suis impressionné, mais moi aussi, j'ai une sorte d'impossible victoire. Je pense à la suite ou je pense à l'infini. Je pense que c'est très proche dans la quête et dans la démarche. Musique. On continue l'émission avec votre quête à tous les deux qui est impressionnante hein, quand même. Bon, on va écouter 3 joueurs de oud, Samir, Vissan et Adnan. Ils sont 3 Palestiniens nés à Nazareth et ils sont nés dans une famille de grande tradition musicale. C'est Vissam qui fabrique les ouds. C'est le premier luthier du monde arabe à avoir intégré l'Institut Stradivarius en Italie, ce qui illustre sa qualité. On les retrouve dans un extrait de leur dernier album, ça s'appelle Randana.
Le trio Joubran. Voilà, nous ont rejoint un poète, enfin, ici pour sa poésie, Alexandre Romanès, homme de cirque également, et Laurent Mucchielli, Le scandale des tournantes, dérive médiatique contre enquête sociologique, qui me semble être, et on ne le dit pas souvent, mais qui me semble être un livre, c'est un petit livre, mais c'est un petit livre indispensable pour réfléchir sur la société qui nous entoure et sur la manière dont les politiques ou les journalistes font parfois rapidement leur miel de situations inexistantes ou quasi inexistantes en la circonstance, les tournantes, qui serait un phénomène en augmentation dans les banlieues. On y revient dans une seconde. On va s'arrêter, si vous le permettez, avec la poésie. Avec vous, Alexandre Romanès, on ne vous attendait pas chez le grand Gallimard pour un recueil de poésie, alors qu'on vous connaît plutôt comme homme de cirque. Oui, moi non plus d'ailleurs. J'ai longtemps donné des coups de bâton à des lions. Et donc c'est vrai que... C'est des sales bêtes, hein, mais bon. Oui, ça mord et ça griffe. Et c'est vrai que se retrouver chez Gallimard, dans la collection blanche, c'est assez... Le plus surpris, c'est moi, quand même. Le plus étonné, c'est moi. Pourquoi ? D'abord, j'ai écrit des poèmes sans penser à les publier. Dans la cabine d'un camion ? Oh, un peu partout, en montant le chapiteau, en faisant répéter mes enfants. J'ai une phrase ou deux, je la note, et puis le soir, je regarde si c'est bien, et si ça me semble bien, je la garde. Avec une préface de Jean Grosjean, qui est une référence en matière de poésie, et qui dit de vous « Alexandre fait partie d'un peuple chez qui les paroles ont plus de poids que les écrits. Il nous en prévient, l'écriture n'est pas une tradition gitane. Pourtant, le voici entré comme par violence dans l'univers des lettres. Il a quelque chose à dire aux gens qui lisent. Il a, plus que nous autres autochtones, conscience de vivre sous le ciel. Comment être sous le ciel et ne pas voir le ciel ?» C'est flatteur. Oui, c'est Christian Bobin qui dit cette préface, tous les poètes la voudraient. Mais vous auriez pu dire l'immense Jean Grosjean. Jean Grosjean est un poète, oui. Un immense poète. C'est ce qu'on appelle un renvoi d'ascenseur, enfin, en tout cas. Un bel échange entre poètes. Non, mais je suis d'accord avec vous, pas du bien tout, sûr. Non, mais on dit tout le temps, il y a des qualificatifs qu'on surexploite aujourd'hui, donc c'est un poète et c'est tout à fait respectueux dans le simple énoncé du terme. Les lettrés, ceux qui savent, disent « il faudrait ». Moi, je ne sais qu'une seule chose, je n'ai pas encore peur de la mort et je ne crains personne. Qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute? Je ne sais pas quoi vous dire. Peut-être les conditions dans lesquelles aller au-delà de entre deux montages de chapiteaux, dans la cabine d'un camion. Ce que disait Grosjean il y a une seconde, c'est que vous n'êtes pas de tradition écrite. Ah non, pas du tout. Et donc, qu'est-ce qui vous oblige à prendre la plume et à poser du noir sur du blanc? Mais parce que j'ai noté des choses. D'abord, j'ai plein d'histoires que j'ai vues, des choses que j'ai entendues. Et puis, en fait, j'avais noté une chose que ma femme Delia m'avait dit. Et après, j'en ai noté une deuxième, une troisième. Des choses assez surprenantes, d'ailleurs. Comme je ne me maquille jamais, sauf les yeux et la bouche. J'ai dit, je vais noter. Ou alors, je ne bois jamais d'alcool. Je ne bois que du champagne. Et je trouvais que c'était amusant, et j'en ai noté plein comme ça. Oui, sauf que là, on est dans la réflexion anecdotique, et ça devient quelque chose qui a un corps poétique. Ta venue était exceptionnelle, ta douceur et ta gentillesse magnifiques, comme l'alignement parfait des planètes. Ta parole et tes gestes n'ont pas suffi, et maintenant, qui pourrait les arrêter? Alors, sur la forme, on est dans du travail court. 5, 6 lignes, 2 lignes, 1 ligne. Ça aussi, c'est un choix. Il y a un travail de... J'aime pas le mot travail. Une approche, il y a une réduction? Non, la phrase, elle vient comme ça et je la note. Des fois, je l'inverse, parce qu'elle n'est pas toujours dans le bon ordre, mais pas plus. Ils me voient tous comme un bloc de granit posé sur le sol, mais moi je compte les jours, et je me demande simplement combien de temps je vais pouvoir tenir, si seulement ils savaient.
Le monde m'a blessé comme un animal vivant qu'on déchire avec les mains. Commentaire, Pierre-Henri, sur cette poésie de cet homme de cirque? Je pense que le cirque est pour moi le meilleur spectacle en dehors de ce que je fais. Alors, je suis impressionné d'être à côté de vous. Il faut quand même que je vous dise que je ne suis pas... le cirque, c'est pas ce que je préfère. Disons que je suis plus intéressé par les tribus gitanes, puisque je suis gitan. Ça m'intéresse plus que le cirque. Je trouve ça beaucoup plus passionnant. Mais en même temps, vous êtes dans le spectacle, ce spectacle. J'y suis né, alors, ouais. Et je ne sais rien faire d'autre. Aujourd'hui, vous êtes... Alors, une question par rapport à cette poésie. Est-ce qu'elle est lue dans votre famille? C'est un cirque de famille, c'est un cirque gitan, hein, le cirque romanesque. Est-ce que cette poésie est lue autour de vous? Et comment est-ce qu'elle est perçue? Bah, ils sont tous un peu étonnés, quoi. Ils ne comprennent pas. Et ils sont surpris aussi, oui. Oui, c'est une grande surprise. Oui, c'est pas du tout... les choses se passent d'une façon orale dans les tribus gitanes. Ça ne se passe pas par l'écrit. Oui, oui, tout le monde est étonné. Donc ils parlent, mais en fait... Mais c'est pas... En tout cas, je pensais peut-être qu'il y aurait un regard un peu critique, un peu... Non, finalement, c'est assez bien vu. Mais je crois aussi, il me semble, hein, que... Parce que je suis tombé sur un livre écrit par Marcel Courtiade, qui est un spécialiste du monde rome, du monde gitan. Et j'ai découvert, donc après coup, que mon livre ne pouvait pas être écrit par quelqu'un qui ne serait pas gitan. Pourquoi Dans les thématiques, dans les références? Justement, dans le fait que, par exemple, les thèmes sont toujours les mêmes. J'ai découvert aussi dans le livre de Marcel Courtiade que depuis 500 ans qu'on est en Europe, il y a toujours deux constantes, deux choses qui reviennent, c'est-à-dire nous empêcher de voyager et puis nous éliminer. Et je crois que le livre est assez violent, en fait. Et puis le fait aussi de ne pas tomber dans la littérature, ne pas... Mais ça, c'est pas conscient, ça s'est fait comme ça. J'aime pas les phrases... J'aime bien la poésie quand elle dit quelque chose et quand elle va droit au but. Les pays sont décevants. Les villes se ressemblent. Être dans la foule ou manger du sable, c'est pareil. Peut-être parce que je suis gitan, je vais de ville en ville, pour certains comme un pouilleux. Un grand nombre me méprise, des fois je leur souris, je reconnais leur grandeur. Dieu, je t'en prie, arrête ça. Pourquoi Parole perdue? Ben, je sais pas. Je sais pas, j'ai trouvé que c'était un beau titre, et bon, voilà, quoi. Est-ce qu'à un moment, vous vous dites, il y a peut-être... Je voyais dans votre dernier spectacle au théâtre du Ranelagh, donc oui, on a un spectacle... On y est en ce moment, d'ailleurs. On a un spectacle de cirque sur scène, et en lisant votre poésie, je me dis, mais comme on est dans un théâtre, peut-être qu'à un moment, il peut y avoir une jonction entre la poésie et le cirque. Et est-ce que vous avez vous-même pensé à cette jonction, peut-être une poésie qui serait comme une virgule dans un spectacle de cirque? Parce que votre spectacle est aussi éminemment poétique, avant d'être un spectacle de cirque. C'est ce que dit le public, qu'on serait le cirque le plus poétique. Mais c'est vrai, on est dans le petit théâtre tout en magnifique du Ranelagh, qui est un petit théâtre en bois exceptionnel, et l'endroit est déjà poétique, ça c'est vrai. Quand vous côtoyez, dernière question, quand vous côtoyez des mondes aussi différents que ceux du cirque et ceux de l'édition, ou quand vous êtes en place Saint-Germain-des-Prés, est-ce que vous êtes gitan, là? Est-ce que vous sentez une vraie différence? Est-ce que vous sentez regarder autrement? Je me sens un peu différent, oui, quand même. Je comprends pas très bien les gens qui publient des livres, d'ailleurs. Ouais, il faut assumer, cher monsieur. Non, c'est pas ça, c'est que j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui publient des livres et ils n'ont rien à dire. Et alors là, je comprends pas. C'est méchant ce que je dis là. Non, peut-être parce que vous êtes juste dans ce que vous écrivez. Et on conseille Parole perdue, c'est chez Gallimard.
Dans une seconde, alors des gens qui écrivent des livres aussi, alors là pour le coup c'est une redoutable efficacité et on sera dans le mea culpa dans une seconde. Je voudrais simplement vous signaler dans l'actualité culturelle 2 films dont on va vous passer un extrait. C'est d'abord le 2e long métrage de Jessica Hausner. Jessica Hausner est autrichienne. Une jeune femme est embauchée dans un hôtel et elle s'aperçoit assez vite qu'il se passe des choses mystérieuses dans cet hôtel, notamment parce que la personne qu'elle remplace a disparu. C'est un film de genre aux atmosphères très efficaces, mise en scène avec un réel savoir-faire de Jessica Hausner, donc nouvelle génération du cinéma d'outre-Rhin. Extrait. Eine ihrer ersten Pflichten ist der Kellerrundgang. Hier ist das Aktenlager, hier das Büro- und Werbeartikellager, hier das Seminarartikellager. Da gibt es noch ein zweites im obersten Stock. Und das Minibarlager, das geht hauptsächlich die Frau Erika was an. Aber man weiß ja nie. Das sind die Kühlräume. Da vorne ist der Lieferanteneingang. Die Tür muss immer verschlossen bleiben. Der Teufel schläft nicht. Eine Zeitschaltung. Stromspann. Voilà, ça s'appelle Hôtel. Alors tout à l'heure, vous disiez que votre maison était un peu rouge sur les images. Là, l'hôtel est un peu vert. Hein, donc, mais ça va avec l'atmosphère du film. Deuxième film qu'on vous recommande cette semaine, c'est La fiancée syrienne. C'est un film de Eran Riklis, qui est israélien. C'est co-scénarisé par une Palestinienne. Ça s'appelle La fiancée syrienne. Ça se passe sur le plateau du Golan, qui est occupé par l'armée israélienne depuis 1967. Et une jeune femme israélienne décide d'épouser un Syrien. Avec la conséquence que ça implique, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus retourner dans son pays puisqu'elle est devenue par son mariage syrienne. Donc c'est un film sur les absurdités quotidiennes de ce conflit. C'est à la fois une comédie tendre, mais c'est aussi une manière d'illustrer la rancœur des habitants de la région finalement sur le sort qui leur est réservé par la guerre. Et il y a aussi un passage, quelques critiques sur le poids de la tradition, notamment dans la communauté druze. La fiancée syrienne, extrait. 25 שנה אתה מגדל את הילדה שלך, והיום הכי חשוב בחיים שלה, אתה צריך להיפרד ממנה, וגם זה לא נותנים לך? זה שטח צבאי סגור, אתה לא יכול להיות בו. אין לך אישור. מה שטח צבאי? 2 קרוונים ודגל ישראל שלכם? גם בדגל אתה רוצה לזלזל? הסורים שלך טיפלו בכם יותר טוב? לך. לך הביתה, נו. לך לפני שאני עוצר אותך. אתה השארת לו להגיע לגבול. אני לא השארתי שום דבר. לאן אתה חושב שאתה הולך? להיפרד מהבת שלי. بكفي يا بي بكفي أنا خايفة. كوني قوية فخورة ما تحطيهيش واطي لحدي. بنت حمد انتي. Ça s'appelle La fiancée syrienne, c'est sur vos écrans à partir d'aujourd'hui. Laurent Mukieli, vous êtes sociologue, vous êtes directeur du Centre de recherche sur le droit et les institutions pénales, et vous signez un nouvel essai aux éditions La Découverte qui s'appelle « Le scandale des tournantes, dérives médiatiques contre enquête sociologique ». Vous vous intéressez à un phénomène qui est brusquement apparu,
traitée par les médias à partir de l'année 2000 jusqu'en 2002. On va y venir dans une seconde. Je pense que ce livre est essentiel parce que il permet de sortir finalement de l'habitude avec laquelle nous avons pris l'habitude de regarder le monde, c'est-à-dire il y a les bons, les méchants, blancs, noirs, etc. etc. Vous êtes dans une explication ou dans une tentative d'explication de la complexité et je suis d'autant plus laudateur sur ce livre que je suis journaliste et que même journaliste attentif, quand je me suis interrogé, avant de lire votre livre, sur ce que j'envisageais des tournantes, donc ces viols collectifs. Dans mon inconscient, dans mon présupposé, ça se passe dans les caves de banlieue, c'est plutôt fait par de jeunes hommes d'origine maghrébine, et ce sont plutôt des femmes qui en sont victimes, qui sont de communautés arabes et qui sont punies pour leur volonté d'occidentalisation. Bon. Et votre livre démontre, chiffres à l'appui, enquête à l'appui, fait voler tout ça en éclats. Je voudrais qu'on regarde simplement un premier graphique que vous montrez dans votre livre. Autrement dit, sur ce graphique, vous montrez qu'avant l'an 2000, la notion de viol collectif ou de tournante, le mot apparaît en 2000, et vous allez nous expliquer pourquoi, on n'en parle quasiment pas. La presse n'en parle pas, le monde politique ne relaie pas comme un seul homme, et on voit que les occurrences, les années, on s'aperçoit sur ce schéma que d'un seul coup on parle de viol collectif, on parle de tournante, alors qu'aucun chiffre ne justifie qu'on en parle autant. Pourquoi ? Donc, pour commencer, merci de m'inviter et merci des mots très aimables que vous avez eus. Effectivement, un des enjeux du livre est de montrer que entre la logique du fonctionnement des médias et par ailleurs la logique de fonctionnement de la société française, il n'y a pas forcément de corrélation. Et qu'on peut avoir un phénomène qui existe, les viols collectifs, dont je montre qu'il existe depuis toujours, et puis avec des points de comparaison plus proches dans le temps, hein, notamment le début des années 60, l'époque des blousons noirs, et que effectivement ce phénomène qui existe n'a pas intéressé aucun journaliste jusqu'à la toute fin de l'année 2000, et subitement en 2001 et 2002 a au contraire intéressé tout le monde. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qui était en l'espace de... La chose se joue donc en l'espace d'un mois ou deux. Hein. Auparavant, c'est un fait divers, rubrique chien écrasé, j'allais dire, et soudainement, c'est un sujet de société. Et c'est là passé quelque chose qui n'a aucun rapport avec, par ailleurs, la réalité où le phénomène existait, continue à exister. De même qu'aujourd'hui, il a disparu dans les médias, il continue, par ailleurs, bien évidemment, à exister. Donc c'est ça qui m'a interrogé. Quel est ce découplage entre, plus largement, je dirais, au-delà des médias, l'ensemble du débat public, débat politico-médiatique, où Dieu sait que la question de la violence des jeunes, des banlieues, de la sécurité est omniprésente, et puis par ailleurs, les phénomènes tels qu'ils se déroulent dans la société. Et j'ai voulu montrer à quel point il y avait un découplage entre les deux, qu'on avait là des logiques différentes, alors qu'on a le discours continuel consistant à dire au contraire que les discours que nous avons sont directement l'enregistrement, le témoin de ce qui se passe dans la société. Je vous lis. L'idée selon laquelle les viols collectifs constitueraient un phénomène en augmentation tendancielle dans la société française n'est pas vérifiée. Vous citez les chiffres, je renvoie à votre livre pour les sources, et elles sont précises, même si elles sont fragmentaires. Le constat est celui d'une stabilité. Celle-ci est d'autant plus remarquable que, par ailleurs, la société française a opéré une véritable mutation dans son rapport à la violence sexuelle au cours des 30 dernières années, encourageant socialement et pénalement la dénonciation de pratiques jadis considérées comme bien moins graves et relatives à des lieux de la vie sociale, la famille, l'institution scolaire, les associations encadrant la jeunesse, l'Église, dans lesquelles la justice pénétrait peu. Un peu plus loin, dès lors, le plus raisonnable est de conclure que les viols collectifs constituent un phénomène dont le poids social est globalement stable sur les 20 dernières années. Comment est-ce qu'on explique que entre 2000 et 2002, on a l'impression qu'il n'y en a jamais eu autant, que les banlieues sont de plus en plus insécures, et que là, on a un phénomène qui est ethnique et qui stigmatise une communauté. Et vous démontrez par ailleurs que c'est là aussi un présupposé, un préjugé, un non-sens. Oui.
Ben oui, puisque je montre, par exemple, en comparant avec beaucoup de sources historiques à l'appui, la fin des années 50, début des années 60, l'époque où déjà il y avait eu une grande inquiétude autour d'une figure des jeunes délinquants en bande qu'on appelait les blousons noirs à l'époque, tout le monde a oublié que la chose la plus grave qu'on leur reprochait à l'époque, c'était les viols collectifs. Autrement dit, il y a 45 ans, dans les quartiers populaires, autour des logiques de bandes de jeunes, des jeunes de milieux populaires à la peau bien blanche, pour dire les choses, faisaient rigoureusement la même chose. Donc la comparaison historique invalide totalement tous ces présupposés qui aujourd'hui envahissent le débat public, des présupposés de type culturaliste ou ethnicisant. Hein. On voudrait référer ça à la culture des jeunes issus d'immigration, voire même à leur religion, puisque au cours de ces 2 années 2001-2002, où le thème des tournantes a été omniprésent, on l'a dans un premier temps, ça répondra à votre deuxième question, dans un premier temps ça a été perçu comme, je dirais, le comportement de plus qui prouve vraiment la barbarie, la sauvagerie de ces jeunes. Bon, ça c'est l'aboutissement un peu de toutes les années 90. Le thème des banlieues, les jeunes sans repères, la violence urbaine. Bon. Donc c'était le dernier avatar. Bon. Et puis en 2002, et après les attentats du 11 septembre 2001 aussi, je dirais l'islam a débarqué dans cette histoire en plus. Et donc le thème s'est chargé, en plus de tout cela, s'est chargé aussi du thème de l'oppression des femmes et de l'islam comme menace en tant que telle. Et en quelque sorte, le thème a trouvé une deuxième vie en 2002 à travers aussi cette connotation, reprise par ailleurs dans la société par beaucoup d'acteurs, un mouvement politique très connu, le mouvement Ni pute ni soumise. Donc il a trouvé là toute une deuxième jeunesse, puis il a disparu. Les enseignements que vous tirez de votre enquête, et pour les chiffres et pour les sources, je vous renvoie à votre livre. 1. Les viols collectifs ne sont en aucune manière une nouveauté dans l'histoire de la société française. 2. Les auteurs, les victimes, les circonstances, les modes opératoires rapprochent également fortement les deux époques. Donc sur la distance. Le profil des auteurs est largement similaire, à ceci près que les membres des bandes d'aujourd'hui sont plus souvent inactifs ou encore scolarisés, là où leurs aînés étaient davantage en apprentissage. Le chômage de masse et l'allongement de la scolarité sont passés par là. 3. En réalité, concernant les auteurs, la principale différence entre les années 60 et la période actuelle réside dans la couleur de leur peau. Pourtant, ce qui vient d'être rappelé dément l'idée d'un lien entre leur origine et leur comportement en groupe. Par ailleurs, aucun de ces jeunes hommes ne s'est déclaré musulman à un quelconque moment. 4. Enfin, vous dites, la très grande majorité des victimes sont de type européen et ne sont donc pas des jeunes filles d'origine maghrébine qui seraient punies pour leur comportement occidentalisé. Alors, vous dites aussi donc 2000-2002, élection municipale, élection présidentielle. Le thème de l'insécurité, les politiques s'engouffrent dedans. Et vous dites qu'à ce moment-là, il y a un film et un livre qui mettent le feu aux poudres, en tout cas qui permettent à une société d'envisager quelque chose qui n'a pas de réalité sociologique ou mathématique. Enfin, il n'y a pas d'augmentation réelle, quoi. Tout à fait. C'est quand on s'interroge sur quelle est l'étincelle qui a mis le feu, hein, pour filer cette métaphore, on pourrait se dire, est-ce qu'il y a eu, je ne sais pas, une affaire particulièrement grave, impliquant beaucoup d'auteurs, sordides, extrêmement violentes, ou qui aurait suscité tellement l'effroi que ça aurait incité à regarder? Non, pas du tout. Est-ce qu'il y aurait eu un rapport, une expertise quelconque qui signalerait une recrudescence particulière? Non, pas du tout. On découvre avec grand étonnement que c'est un film qui a lancé tout ça. Un film qui sort dans les salles à la toute fin du mois de novembre 2000, qui s'appelle La Squale, et qui a la particularité de s'ouvrir sur une scène de viol collectif, puis après de dérouler une histoire pendant 1h30 à laquelle personne ne s'est intéressé. Mais c'est cette scène-là qui a retenu, et c'est tout à fait frappant de voir que c'est donc une fiction, hein, qui au départ lance l'affaire, le film étant commenté comme s'il était un espèce de documentaire sur la banlieue, ce qu'il n'est pas. C'est un film avec des acteurs, un scénario, donc pris comme un documentaire, et qui, en très peu de temps, en 2 mois, tout est fait. En 2 mois, tout est mis en place et la chose est partie. Et ensuite, c'est la répétition, simplement. Comment est-ce qu'on peut expliquer, finalement, que les journalistes et le monde politique en général inventent une réalité à partir d'une fiction, à partir d'un livre témoignage ou d'un livre choc, sans réfléchir? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, dans notre société, qui est une société de la télévision, bon, Bourdieu est passé par là, etc., mais comment est-ce qu'il y a cet emballement sur une émotion beaucoup plus que sur une enquête, sur une investigation? Oui. Il faut attendre. C'est terrifiant pour nous, journalistes, de voir qu'il faut attendre quelques mois, voire quelques années, et le travail d'un sociologue pour se dire, mais je me serais, sans doute, si j'avais eu à traiter le sujet, je me serais rué sur des stéréotypes, sur les schémas que vous dénoncez. Alors, si on va le plus au fond, hein, le plus au fond des choses, je pense qu'il y a 2 éléments. Le premier, c'est une société qui a peur, hein, une société qui a peur de son avenir, et quand on a peur
je dirais, on a besoin de donner un visage à la peur, c'est rassurant, de fabriquer des boucs émissaires. Et aujourd'hui, c'est cette image du jeune immigré de banlieue qui focalise la peur, c'est le visage de l'ennemi. Bon, il y a cette chose-là. Ensuite, je dirais, dans le monde politico-médiatique, il y a un phénomène également très très prégnant aujourd'hui, qui est que on ne fonctionne pas par, je dirais, par expertise, questionnement sur des tendances d'évolution longue de la société. On fonctionne sur la base de l'indignation morale. L'indignation morale a remplacé l'analyse. Et notre société vit rythmée de scandale en scandale. Et ce sont des faits divers, comme, à un moment donné, comme ça, montés en fait de société, ou qui provoquent l'indignation, qui du coup suscitent, mobilisent l'État, mobilisent les services, mobilisent les médias, on demande de rendre compte, etc. Voilà, je dirais que l'indignation morale a remplacé la réflexion. Vous écrivez, les analyses statistiques des politologues permettent aujourd'hui de répondre à une interrogation. L'inscription de la question de la sécurité au sommet de l'agenda politico-médiatique à partir du milieu de l'année 2001 a bien eu pour effet de renforcer le sentiment d'insécurité et le vote en faveur de l'extrême droite, en particulier dans les petites et moyennes villes et chez les personnes âgées. Il a de surcroît accru cette tendance croissante constatée par les spécialistes, le poids de plus en plus fort de l'ethnocentrisme, c'est-à-dire la peur, l'intolérance et le rejet à l'égard des personnes et des groupes sociaux n'ayant pas les mêmes habitudes de vie. Le fait est donc là, et c'est dur, le traitement médiatique de l'insécurité a accru, sinon le racisme, du moins le rejet à l'égard des populations d'origine maghrébine et africaine. Mais, oui, nous vivons dans une société qui n'est plus une société raciste dans son fonctionnement, mais qui est une société de discrimination, et par ailleurs une société qui n'arrive pas à se reconnaître telle qu'elle est, c'est-à-dire multiraciale et multiculturelle. Et donc cette peur qui se focalise sur ce bouc émissaire et qui donne ce visage à l'ennemi ne fait que renforcer ce problème, et on fabrique effectivement des formes de xénophobie douce qui sont, hélas, très banalisées à travers ce discours culturaliste, ethnicisant, alors que derrière se cachent les problèmes de la jeunesse, les problèmes urbains, économiques, sociaux, psychologiques, qui sont les problèmes de tous les jeunes et de toutes les époques. C'est ça, le problème du viol collectif est un problème de jeunes mâles en défaut de structuration par rapport à la sexualité, et pas de jeunes mâles maghrébins ou issus de l'immigration, etc. Je vous renvoie à ce livre, il est fondamental, vous en trouverez les références sur notre site internet. Pendant 3 jours, vous arrêtez de lire le journal, et 3 matins de suite, vous lisez ce livre, et puis vous direz, bon ben, peut-être que je vais lire le journal autrement. Merci de votre travail, Laurent Mucchielli. C'est la fin de cette émission. Merci Pierre-Henri, merci Jean-Christophe Lafaye, merci Alexandre Romanès. On va se quitter en musique. Je voulais simplement vous signaler Femmes libres, c'était hier la journée de la femme. En la circonstance, au Cherche Midi, la résistance de 14 femmes dans le monde, par Aurine Crémieux et Hélène Julien, avec une préface de Zazie, qui milite beaucoup. Et ce que je trouve intéressant, c'est que la résistance de ces 14 femmes, c'est tous les jours que Dieu fait. Et c'est pas seulement le 8 mars. Allez-y, alors je pensais, dans les femmes qu'on retrouve dans ce livre, il y a notamment Angela Davis, qui était cette égérie du Black Power dans les années 70. Et la question opposée est la suivante, je crois que c'est « Est-ce que vous êtes radical ?» Et elle répond ceci: « Demandez donc à une mère d'arracher son enfant d'une maison en flammes avec modération. » Angela Davis dans Femmes libres. Je voulais vous signaler, la peine de mort n'a toujours pas été abolie aux États-Unis, sauf, et c'est une nouvelle importante pour les abolitionnistes, qu'elle a été abolie pour les mineurs de moins de 18 ans au moment des faits. 4 juges de la Cour suprême ont voté non, mais 5 ont voté oui, d'où la victoire, parce que l'exécution des mineurs était cruelle et contraire à la Constitution. C'est ce qu'ont décidé les juges suprêmes américains. On se demande bien pourquoi ils ont attendu autant de temps avant de comprendre que c'était cruel. Mais pour les majeurs, ça me semble aussi cruel. Par ailleurs, il y avait au 1er février 58 275 détenus dans les prisons françaises pour seulement 50 762 places. On se quitte en musique avec Flaco d'Energia, Fahem, Jean-Baptiste Marino et aux percussions Dino Valeria. Ils rendent un hommage à Paco de Lucia, qui est sans doute à la guitare ce que Dieu est à l'Église catholique. Enfin, je ne sais pas, je plaisante. Paco de Lucia avec ses musiciens qui lui rendent hommage.
على الورقة المسكينة اللي سقطت من العار وصرت يابسة يابسة وحزينة راني هايمة ما نعرف وصرت يابسة يابسة وحزينة راني هايمة ما نعرف